Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce 22 septembre. De retour de New York après l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de ces différentes rencontres et interventions. Vous pourrez l'entendre en début de journal. Sur place à New York, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à une rencontre de haut niveau de l'ONU-SIDA. Le thème « Stratégie d'accélération, intensifier les actions visant la fin de l'épidémie ». Intempérie à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une délégation du gouvernement ivoirien est allée apporter le soutien et la solidarité du pays aux sinistrés de Guiglo et aux déplacés de la forêt de Gouindébé. Les forces spéciales ivoiriennes et françaises ont mené conjointement ce matin un exercice de libération d'otages pour évaluer l'efficacité de la coopération en cas d'attaque terroriste d'envergure. Bienvenue dans le 20h. Il est rentré en Côte d'Ivoire après avoir pris part à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara y a entre autres exprimé la gratitude du peuple ivoirien suite à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'organisation onusienne en qualité de membre non permanent. Dès son arrivée à Abidjan, le chef de l'État a fait un point de son séjour à New York. Nous revenons de New York, où s'est tenue la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et évidemment, le thème de cette rencontre était « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». J'ai fait une allocution le 20 septembre à la tribune des Nations unies et sur le rôle de la Côte d'Ivoire, puisque notre pays va être membre du Conseil de sécurité à compter du 1er janvier 2018. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et bien évidemment, j'ai exprimé la gratitude du peuple ivoirien pour cette opportunité qui nous est offerte et bien sûr, nous en mesurons également la responsabilité. Et j'ai indiqué essentiellement que nous partagerons notre expérience de gestion et de sortie de crise après la décennie de crise que nous avons subie de 2000 à 2010 et le succès de l'opération des Nations Unies, l'ONUCI. J'ai également évoqué la question du terrorisme, notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, et insisté sur une réponse collective, notamment un soutien au G5 Sahel et à la lutte contre Boko Haram et bien sûr le règlement du problème libyen pour éviter le trafic des armes à destination de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai indiqué que, bien évidemment, dans toutes ces questions, les membres du Conseil de sécurité doivent intensifier leur coordination et les grandes puissances doivent faire en sorte que le monde puisse être en paix. Nous avons évoqué également la question de l'environnement et qui a des effets dévastateurs. Nous avons cette expérience au quotidien un peu partout, en Afrique comme ailleurs. Il est important pour les pays d'honorer leurs engagements, notamment sur la COP21. Nous avons déposé les instruments et nous avons indiqué qu'il était aussi utile que tous s'engagent à respecter les engagements financiers qui permettront aux pays africains de faire une véritable transition énergétique vers les énergies nouvelles. Sur la question des armes nucléaires, j'ai indiqué que le recours à l'arme nucléaire dans la péninsule coréenne ferait courir des risques, conséquences imprévisibles, et qu'il fallait tout faire pour éviter cela, et que le Conseil de sécurité doit œuvrer à trouver une solution pacifique à cette grave tension. Alors, j'ai évoqué aussi la question de l'immigration, puisque c'est un dossier qui est tout de même évoqué fréquemment, aussi bien en Afrique, en Europe et ailleurs. J'ai insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour que les pays de départ ou les pays de transit
puissent retenir leurs jeunes en faisant des investissements importants pour le développement, pour l'emploi des jeunes. J'ai insisté sur la nécessité pour les pays d'origine de lutter contre les passeurs et bien sûr de donner le maximum d'informations et de sensibilisation aux jeunes des pays de départ. Et je crois que c'est un thème que nous évoquerons abondamment à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne le 29 et 30 novembre prochains. Alors, à marge de l'Assemblée générale, j'ai eu plusieurs rencontres. La première avec le secrétaire général des Nations unies, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres est un ami de la Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à notre pays, à nous-mêmes, à plusieurs occasions, quand il était commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Il nous a indiqué toute son admiration pour le travail accompli et la stabilité et la paix donc retrouvées en Côte d'Ivoire. J'ai également eu un déjeuner de travail avec le président Trump, qui avait convié 8 chefs d'État africains et le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé. Au titre de notre région, il y avait la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Et les 4 autres pays étant l'Éthiopie, la Namibie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Alors c'était un schéma d'échange de vues très franc avec le président Trump. Nous avons indiqué que c'était une excellente initiative et que nous étions heureux de cette opportunité de lui donner notre vision sur les affaires de nos pays et du continent et compter sur son soutien pour lutter contre le terrorisme et aider à accélérer le développement du continent, des pays, notamment par une plus grande implication du secteur privé américain. J'ai également participé à une rencontre avec le Premier ministre japonais qui a organisé cette rencontre avec les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour insister sur non seulement la coopération bilatérale, mais également la question donc, de la crise dans la péninsule coréenne et demander le soutien des pays africains membres du Conseil de sécurité qui sont actuellement membres, c'est l'Éthiopie et le Sénégal, et les 2 pays qui vont faire leur entrée le 1er janvier prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ça a été une très bonne réunion et je considère que c'est également une opportunité pour nous de voir qu'est-ce qui est attendu de nos représentants au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2018. Nous avons participé à une réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs de développement durable, ODD, pour l'Afrique, à l'invitation du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et la Côte d'Ivoire est membre du conseil d'administration. Et l'objectif de cette réunion était de faire le point de l'état d'avancement des missions assignées à ce centre, notamment l'appui à la mobilisation des ressources, l'échange d'expériences entre les pays africains sur les ODD, ainsi que les mécanismes de suivi et le reporting. Nous avons également participé à une rencontre organisée par la France, présidée par le président Macron, pour le lancement d'un pacte mondial pour l'environnement. Vous savez qu'il y a un pacte mondial sur les droits politiques et civils des peuples, un pacte économique et social. Et la France propose maintenant qu'il y ait donc un pacte mondial pour l'environnement. Ce fut une très bonne réunion et nous considérons que l'aboutissement de ce pacte fera en sorte que les questions d'environnement seront globalisées. Nous avons participé également à une réunion de haut niveau organisée par Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne. Cette rencontre avait pour thème appel à l'action contre le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Et la rencontre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et de disposer d'une approche globale en vue de lutter plus efficacement contre le phénomène
ce phénomène qui dépasse les frontières des États. Nous avons adhéré bien sûr à cet appel et nous avons élaboré tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire dans ce domaine pour améliorer la situation. J'ai également rencontré le président Donald Tusk, le président du Conseil européen, et la présidente d'Estonie qui préside donc la conférence au niveau de l'Europe. L'objectif était d'échanger sur la préparation du prochain sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons fait un point et les choses se sont bien passées. J'ai rencontré aussi le président de la Commission de l'Union africaine à cet égard et je crois que nous avons bien coordonné nos positions pour que le sommet soit un véritable succès pour notre pays et pour le continent africain. Alors, j'ai prononcé à la demande de l'Université de Columbia une conférence sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». J'ai été heureux de voir qu'il y avait 3 ou 4 étudiants ivoiriens qui étudient dans cette prestigieuse université et surtout de savoir à quel point non seulement les étudiants ivoiriens, mais également africains et au-delà suivent le cas de la Côte d'Ivoire et connaissent bien les progrès qui sont faits et les promesses de notre pays. Donc en conclusion, nous avons eu un séjour chargé, fructueux, et les choses se sont très bien passées. Et comme beaucoup nous l'ont dit, la Côte d'Ivoire est maintenant véritablement sur la carte du monde, avec notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier prochain. Alors avant d'aller aux États-Unis, j'ai effectué à l'invitation des autorités portugaises une visite d'État au Portugal, donc les 12 et 13 septembre. Et nous avons été particulièrement bien reçus par le président de Sousa, le Premier ministre, le maire de Lisbonne et d'autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale. Et cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis plusieurs années. Et je voudrais donc, au nom de la Première Dame et toute la délégation qui m'a accompagné, renouveler mes remerciements au gouvernement et au peuple portugais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. À l'occasion de ce séjour, nous avons signé plusieurs accords de coopération et aussi nous avons eu une rencontre avec le secteur privé portugais. Alors je dois signaler qu'aussi bien au Portugal qu'aux États-Unis, j'étais accompagné par une forte délégation de ministres qui ont chacun de leur côté eu des rencontres, je trouve, très utiles et fort enrichissantes. Et je suis sûr que très rapidement, ils feront un compte-rendu détaillé au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres. Voilà, c'était donc le bilan du chef de l'État sur son voyage au Portugal et aux États-Unis. Et nous allons revenir en images sur les dernières rencontres, notamment l'Université Columbia de New York qui a tenu en marge de l'Assemblée de l'ONU son forum des leaders mondiaux. Le président ivoirien y était invité ce mercredi 20 septembre. Awa Touré. Au programme de ce forum des leaders mondiaux, une conférence du président de la République Alassane Ouattara sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Le modérateur Mamadou Diouf, enseignant, chef de département de l'Institut africain de Columbia, a d'entrée retracé la brillante carrière professionnelle du président Alassane Ouattara de la BCEAO au Fonds monétaire international où il a occupé le poste de directeur adjoint. Avant de donner un bref aperçu de son parcours politique qui l'a conduit à la tête de la Côte d'Ivoire en 2010. Mamadou Diouf a par ailleurs indiqué que le président Ouattara est considéré comme le père de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente qui, sous son leadership, est devenue la troisième économie à la croissance la plus rapide.
C'est cette riche expérience que le président de la République est venu partager avec les étudiants de l'Université Columbia de New York. Du programme présidentiel d'urgence PPU conçu au Gulf Hotel pour les investissements d'urgence au plan national de développement, le chef de l'État a exposé sa vision et son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il entend mener à l'émergence. Ses priorités, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance économique. Les résultats, après la réalisation de grands projets de développement et l'amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance moyen de 9% sur les 5 dernières années. Et l'État s'attelle à redistribuer efficacement les fruits de cette croissance, notamment aux plus démunis. Au total, une belle rencontre marquée par des échanges entre le président Alassane Ouattara et les étudiants de Columbia. Columbia est une université privée de New York fondée en 1754. Elle fait partie du groupe des universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Columbia compte 31 317 étudiants pour 3 876 enseignants permanents. Ces étudiants viennent de tous les États-Unis, mais également du monde entier. Pendant son séjour new-yorkais, le président Alassane Ouattara a aussi rencontré le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont parlé du sommet Union africaine-Union européenne. Awa Touré. Le sommet Union africaine-Union européenne va se tenir les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu faire le point sur les préparatifs de cette rencontre au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'est dit satisfait des dispositions déjà prises sur le plan de l'organisation. Je remercie son Excellence du soutien actif qu'il a donné non seulement à l'organisation de ce sommet, mais également à la réforme qui est en cours à l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est l'un des tout premiers pays à accepter et à acter le nouveau mode de financement de l'Union africaine. Le président Ouattara, vous le savez parfaitement, de par ses fonctions antérieures, connaît parfaitement la problématique des financements. Son soutien est utile à l'organisation continentale et nous l'en remercions. Donc nous nous préparons pour tenir ce sommet à Abidjan et je suis certain que ce sera l'occasion pour l'Afrique et l'Europe de revisiter leur coopération. Il y a des enjeux importants pour notre continent, il y a des enjeux même internationaux concernant la paix, concernant le développement, concernant l'emploi et donc ce sera l'occasion d'en débattre à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine a par ailleurs indiqué qu'il fondait beaucoup d'espoir sur cette rencontre entre l'Afrique et l'Europe. L'occasion de se retrouver et de se pencher sur les défis du moment. En marge de cette 72e Assemblée générale des Nations unies, la première dame de Côte d'Ivoire a participé à une rencontre de haut niveau de l'ONU-SIDA. Il a été question d'intensifier les actions visant la fin de l'épidémie. Awa Touré. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la lutte contre la transmission de la mère à l'enfant du VIH-SIDA et la promotion du traitement pédiatrique du VIH-SIDA, continue la mobilisation et le plaidoyer autour de la cause des enfants. Pour cette rencontre de haut niveau sur l'intensification des actions pour éradiquer le VIH-SIDA, Dominique Ouattara était aux côtés des chefs d'État de l'Ouganda, du Swaziland, des Seychelles, du Botswana, de la Zambie et de la Guinée. Ces dirigeants africains sont venus expliquer les politiques mises en œuvre dans leurs pays respectifs. Le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a apporté le soutien de l'organisation continentale à l'ONU-SIDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pour sa part lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la prise en charge du sida pédiatrique en Afrique. Il s'agit d'une nouvelle occasion pour nous
de fédérer nos efforts et de nous mobiliser face à la pandémie du VIH-Sida qui sévit encore à travers le monde. Certes, des progrès remarquables ont déjà été réalisés pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, mais beaucoup reste encore à faire. En effet, en 2016, bien que 80% des femmes enceintes en Afrique aient reçu les services de PTME et un traitement antirétroviral permettant de garder les mamans en vie, l'on compte tout de même 160 000 enfants qui naissent avec le VIH. Et seulement 43% des enfants malades ont accès au traitement pédiatrique antirétroviral. Cette situation est inacceptable et doit susciter l'implication de tous afin de parvenir à un réel changement. C'est pourquoi, en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, je voudrais lancer à nouveau un appel à toute la communauté internationale en faveur d'une forte mobilisation pour la prise en charge du sida pédiatrique sur le continent africain. En effet, les antirétroviraux, dans leur forme pédiatrique, sont encore inaccessibles à cause de leur prix trop élevé pour de nombreuses populations et nous avons grandement besoin de l'action des firmes pharmaceutiques pour corriger cette situation si nous voulons mettre fin à la pandémie d'ici 2030. Panéliste à la conférence internationale du Center of Economic and Leadership Development sur le thème « Les premières dames en mission », Dominique Ouattara a expliqué son engagement humanitaire à la cause des enfants victimes des pires formes de travail. Elle a par ailleurs réaffirmé sa détermination à faire progresser la problématique de l'autonomisation des femmes. Pour son engagement humanitaire et son leadership, la première dame a reçu le prix Global Impact Leadership Awards. Retour sur le sol ivoirien, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a échangé ce soir avec le président du conseil d'administration des Instituts Pasteur. Ils ont parlé du 49e conseil du réseau international des instituts qui vient de s'achever ici à Abidjan. La rencontre a permis aux participants de plancher sur les moyens d'optimiser l'action de l'Institut Pasteur à l'échelle mondiale. Il représente le Premier ministre. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a reçu ce vendredi une délégation chinoise à la primature. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne. Sidoline Davila. Plusieurs sujets ont pu être abordés au cours de la rencontre entre la délégation chinoise et le ministre d'État, ministre de la Défense. Avec Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'occasion était bonne pour passer en revue les relations de coopération économique et commerciale qui lient la Côte d'Ivoire à la Chine. Cette rencontre a également mis en avant les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Le CPSSC, en tant qu'une organisation semi-officielle, a toutes les raisons d'emmener les entreprises chinoises dans votre pays et de discuter des projets sur lesquels on peut avoir une coopération. Je me réjouis particulièrement qu'au sein de notre délégation, il y a des entreprises qui s'intéressent aux noix de cajou et surtout qui s'intéressent à la culture, à la production, à la transformation et à l'exportation de ces produits agricoles. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'est réjoui des intentions d'investissement en Côte d'Ivoire de la délégation chinoise. En visite depuis le jeudi, la délégation conduite par le président du Conseil pour la promotion de la coopération Sud-Sud est composée d'une quarantaine de grands investisseurs. Les forces spéciales ivoiriennes et françaises ont mené conjointement ce matin un exercice de libération d'otages. L'objectif étant d'évaluer l'efficacité de la coopération entre les deux forces dans la gestion d'une attaque terroriste d'envergure. Abou Sanogo. Un vendredi matin, alors que tout semble paisible, le poste de commandement des forces spéciales est saisi d'une alerte. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. L'information confirmée, le poste de contrôle se met en branle. Dans les minutes qui suivent, le ministre de l'Intérieur, joint par téléphone, est informé de la situation. L'intervention s'organise.
Des hors-bords avec à leur bord, des équipes d'intervention foncent à vive allure sur le lieu de l'attaque, accostent, puis prennent position. L'opération de libération des otages est enclenchée. Avec prudence et efficacité, les forces spéciales progressent et ceinturent le bâtiment. Le premier terroriste est abattu. Les forces d'intervention s'infiltrent ensuite à l'intérieur du bâtiment pour tenter d'en libérer les otages. Au même moment, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la cellule de crise suit avec attention l'évolution de la situation. Les terroristes résistent, les forces spéciales chargent, l'ennemi est abattu, les otages sont libérés puis exfiltrés. Sorti de nulle part, l'un des terroristes en mission kamikaze tente de faire sauter sa ceinture explosive. Il est abattu sans aucune sommation. Pour neutraliser la charge, un démineur entre en scène. Il passe ensuite la main à un robot démineur pour achever le travail. Les otages sont rapidement sortis du champ de l'opération. Ceci n'est qu'un exercice. Satisfaction totale des grands commandements ivoiriens et français. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ce matin. Comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions, il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Les preneurs d'otages, il faut être capable d'intervenir très vite. Satisfaction de la cellule de crise. Le communiqué final de l'opération peut enfin être livré à la population. Au terme de l'exercice militaire, l'amiral Isnar des forces françaises a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Accident de la circulation cet après-midi sur la voie express Adjamé-Yopougon. Bilan 2 morts et des blessés dans un état grave. Ils ont été évacués vers le CHU de Yopougon. Godefroy Okambawa et Francis Boifo. Pont du Banco, sur la voie express Adjamé-Yopougon. Des victimes, 2 morts sur le coup, 10 blessés, dont 9 cas graves évacués sur le centre hospitalier universitaire de Yopougon ce vendredi après-midi. À l'origine de cet accident, ce minicar. En provenance de Yopougon-Jesco, il a terminé sa course sous le pont. Visiblement irrécupérable, le véhicule a traîné avec lui un piéton décédé sur le coup. On était assis, on causait. Maintenant, on a entendu bruit de voiture. Au moment de regarder, Jesco qui a tourné, il est parti directement vers le pont. Mon collègue qui était là, ce sont eux qui sont partis se lever, pousser la voiture pour enlever les gens en bas. Bon, nous, on avait une connaissance, bon, il était dedans, mais malheureusement, il est parti. Il y a environ 2 ans, à ce même endroit, un camion emportait les bas de sécurité avant de se retrouver sous le pont. Poursuivons avec un communiqué de l'Assemblée nationale. M. Soro Kigwafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, à une réunion le lundi 25 septembre 2017 à 14 h à la rotonde de l'Assemblée nationale. L'emploi des jeunes, une préoccupation partout en Afrique. En 2020, il sera environ 10 millions à atteindre un premier emploi, malgré leur diplôme. Le Forum Afrique Talent vient permettre à des entreprises de Côte d'Ivoire de rencontrer plusieurs profils de jeunes diplômés pour des insertions professionnelles. Franck Quadio. 9,6 millions de jeunes diplômés au chômage selon les Nations Unies en 2020 si les initiatives pour l'insertion professionnelle ne sont pas renforcées. Le Forum Afrique Talent crée donc les conditions pour les jeunes diplômés sélectionnés après avoir postulé via Internet. L'idée est de créer un cadre de rencontre entreprises, chercheurs d'emploi, expérimentés ou non, pour un éventuel recrutement. Vous allez avoir des besoins de profils plutôt métiers support comme on dit, c'est-à-dire ressources humaines, finances, etc. Mais vous allez aussi avoir des besoins pour les entreprises du BTP par exemple, de profils plus techniques, donc des ingénieurs en génie civil, etc. Donc c'est une panoplie de postes et de fonctions qui sont à disposition des candidats sur le forum. 150 à 200 postes à pourvoir durant ces 2 jours de forum. Une dizaine d'entreprises et plusieurs cabinets de recrutement et de formation venus à la recherche de certains profils.
Les profils vont être assez variés. Alors d'abord un profil d'ingénieur et de technicien issus du génie civil et des métiers de la construction. Et puis on va également chercher à recruter des collaborateurs sur l'ensemble de nos fonctions support au core business, dans les fonctions achat, dans les fonctions gestion, dans les fonctions contrôle de gestion, ressources humaines, juridiques et l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Des entreprises nationales telles la RTI comme des multinationales qui ouvrent leurs portes à de nouvelles compétences, Joseph entend en rencontrer au moins 4, histoire de multiplier ses chances. Il faut quand même tenter partout. Il ne faut pas se focaliser seulement sur une entreprise. Afrique Talent, la 4e édition est une initiative à l'échelle africaine. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, est venu apporter son soutien. L'édition 2017 Afrique Talent à Abidjan s'inscrivant dans la dynamique de l'émergence et de l'emploi pour tous. Intempéries à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une délégation du gouvernement ivoirien est allée apporter le soutien et la solidarité du pays aux sinistrés de Guiglo et aux déplacés de la forêt de Gouindébé. Ils ont pour la plupart trouvé refuge au foyer des jeunes de la ville et aussi sur le site de l'ADDR à Boussanogo. Les dernières pluies ont fait environ 5000 sinistrés et détruit 86 maisons à Guiglo. Ces victimes se sont ajoutées aux 656 planteurs déplacés de la forêt de Gouindébé pour augmenter le nombre de personnes dans le besoin dans cette région. Le gouvernement marque sa solidarité à toutes ces victimes. Une délégation dépêchée sur place pour exprimer la compassion de l'État. Nous sommes arrivés avec les populations concernées à un accord satisfaisant au niveau de ceux qui sont dans la forêt classée. Et nous sommes arrivés également à marquer véritablement la compassion du gouvernement aux populations qui ont été victimes d'inondations. Les parents aussi ont dit merci au président de la République qui s'est soucié d'eux et qui leur a apporté non seulement la compassion, mais des moyens pour pouvoir vraiment assurer leur vécu quotidien. En tout cas, nous partons en étant heureux. Le président de la République a tenu à ce que nous venions à vous pour vous demander de faire en sorte que vos incompréhensions, vous les régliez par le dialogue, par la concertation, par les échanges. Vous les régliez de façon fraternelle, comme vous avez toujours vécu ici à Guiglo. Le président vous demande de privilégier ce qui vous a toujours unis, c'est-à-dire la fraternité, l'amitié, l'union. Un message de compassion et de cohésion accompagné d'une enveloppe de 15 millions de francs CFA du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble des sinistrés. De quoi retrouver le sourire. Cette parole qui est donnée au ministre sera respectée à partir de moi jusqu'à la jeunesse. Prêt à réaccompagner nos frères baoulés dans leur campement, sur leur site où ils habitaient. La main dans la main, ils iront tous ensemble avec nous dans leur campement. Je suis content de retourner. Aujourd'hui même où je suis, on est pour aller dans notre activité, pour que Côte d'Ivoire même il avance. Le chef de délégation a également précisé que la forêt de Gouindébé n'est pas déclassée. Elle demeure la propriété de l'État. L'opposition togolaise a manifesté toute cette semaine pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992. Les manifestations se sont terminées avec un grand meeting. À Lomé, les marches se sont déroulées dans le calme. En revanche, l'opposition dénonce des violences dans le nord du pays. Et puis ce vendredi, le président Emmanuel Macron a signé les 5 ordonnances réformant le Code du travail à l'issue d'un conseil des ministres. Il précise qu'une vingtaine de décrets seront pris avant la fin de l'année et toutes les réformes contenues dans ces ordonnances seront applicables au plus tard au 1er janvier prochain. Mais la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester dès demain. Voilà, merci de votre attention et surtout très bonne fin de soirée à tous.